Je suis médecin à l'hôpital de Saint-Malo. J'étais, il y a quelques années, responsable du département d'information médicale de cet hôpital et également chef du pôle médico-technique. Pôle médico-technique qui réunit plusieurs services, l'imagerie médicale, le laboratoire, la pharmacie, l'hygiène hospitalière et bien sûr le département d'information médicale. Qu'est-ce qu'un département d'information médicale? Alors un département d'information médicale, comme son nom l'indique, sert à traiter de l'information médicale. Donc ses missions sont multiples et variées, mais le cœur du métier repose essentiellement sur la valorisation de l'activité hospitalière. C'est-à-dire que les médecins qui pratiquent les soins envoient des informations vers le département d'information médicale, qu'on appelle plus communément DIM. Et lorsque ces informations sont traitées, le séjour va arriver dans une case, on va dire, et à cette case correspond un tarif. Et c'est ce tarif-là que l'hôpital va toucher. Alors prenons l'exemple de l'appendicectomie, la personne qui vient pour une appendicite aiguë et qu'on opère. Donc il va y avoir un diagnostic qui va être posé par le chirurgien, appendicite aiguë, et un acte qui va être pratiqué, qui est l'acte d'appendicectomie. Imaginez que pendant ce séjour, le malade a fait une infection urinaire, donc un petit problème intercurrent qui n'a rien à voir avec le motif de son hospitalisation, mais une cystite aiguë, une infection urinaire. Bon, le chirurgien, il oublie de le mentionner. Eh bien, on a perdu 1 500 € en moyenne. On a deux solutions pour aller chercher l'information. Soit on donne les moyens au DIM de faire ce travail, puisque le DIM, réglementairement et légalement, peut accéder à l'information médicale nominative, ça c'est la loi, soit on fait appel à des sociétés externes, des sociétés privées. Et souvent, dans la grande majorité des cas, les établissements de santé ont fait ce second choix. C'est-à-dire pour aller chercher l'information valorisante au sein des dossiers des patients, on fait appel à des sociétés privées qui ne sont pas des tiers autorisés pour accéder aux données médicales nominatives, et donc le procédé est totalement illégal. La société privée Altao était présente depuis longtemps à l'hôpital de Saint-Malo? Non, c'était lié à l'arrivée d'une nouvelle direction. Alors effectivement, avec les directeurs précédents, bon, j'ai pas eu toujours des rapports faciles, mais on a toujours réussi à dialoguer. Et d'ailleurs, c'est avec un précédent directeur que j'ai mis en place le système de fouille dans les dossiers des patients avec du personnel supplémentaire. Et ça fonctionnait bien. À l'époque, ces deux postes infirmiers rapportaient juste ces deux postes près d'1 million d'euros par an à l'établissement en allant fouiller dans les dossiers. Donc c'est un système qu'il fallait développer plutôt, et d'abord parce qu'il est légal, il est utile, financièrement il est utile pour l'établissement, et puis ça évite de faire appel à des sociétés privées. On a vu arriver effectivement un nouveau directeur qui avait dans son ancien établissement l'habitude déjà de travailler avec Altao. Et quand il m'a vu, il n'a pas cherché à savoir ce qu'on faisait et ce qu'on pouvait faire, éventuellement comment on pouvait améliorer les choses, parce qu'il y a des alternatives aux sociétés privées, hein, parce que certains directeurs vont dire c'est ça, ou alors on est sur la paille. Non, il y a des alternatives, il faut donner les moyens au DIM, tout simplement. Moi je l'ai prouvé, hein, on peut le faire. Il a essayé de présenter ça de façon assez soft, il m'a fait comprendre qu'il savait que j'étais surmené, et il m'a dit on va essayer de vous aider. Moi j'étais d'accord, on me propose de m'aider, moi je dis mais bien volontiers. Mais quand il m'a dit que c'était en faisant appel à une société privée, j'ai dit non tout de suite. J'ai dit non, 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 j'ai dit c'est illégal. En quoi est-ce important de préserver nos informations médicales? Ce sont, alors les données qui sont transmises au DIM, ce sont des données très sensibles. Vous allez retrouver dedans tous les diagnostics qui ont été posés lors du séjour hospitalier, tous les actes également qui ont été pratiqués. Donc en aucun cas, ces données ne doivent être transmises à des tiers non autorisés, et elles sont sous la responsabilité du médecin du DIM. Vous imaginez bien que ces données-là, à l'époque du big data, data mining, etc., si elles arrivent entre des mains, entre certaines mains, on peut les utiliser de façon nuisible pour les patients. Je pense aux banques, aux assurances, aux employeurs, qui peuvent éventuellement se servir de ces données-là. Et puis, il en va de la dignité des patients également. Certaines pathologies qui sont très sensibles, je pense à l'alcoolisme, à certaines maladies comme le sida, etc. Donc il en va de la dignité des patients, ces données-là doivent être protégées. Et puis derrière tout ça également, il y a la relation qui existe entre le médecin et son patient, une relation de confiance. Et comment voulez-vous faire de la bonne médecine si le malade ne peut plus tout dire à son médecin, on ne peut plus faire de médecine de qualité. Le ministère de tutelle était informé de la présence de cette société privée au service du département d'information médicale?
Alors, le ministère est informé, hein, puisque, alors pour le cas particulier de Saint-Malo, moi j'ai lancé l'alerte en 2012. Il y a eu une enquête de la CNIL qui a été réalisée localement en juin 2013. La CNIL a rendu son rapport, c'est un rapport public qu'on peut consulter sur le site internet de la CNIL le 25 septembre 2013. Donc la CNIL confirme tout ce que j'avance. Donc le ministère ne peut pas ne pas être au courant de la situation. Je sais de sources sûres que la présidente de la CNIL a alerté le ministère de cette situation pour Saint-Malo, mais également pour d'autres établissements de santé. Et malgré cela, la situation persiste. Comment expliquer qu'un système illégal puisse exister dans un hôpital public ? Je pense que cette situation est en grande partie liée à la loi HPST, la réforme du système de santé, et notamment le passage à la tarification de l'activité, hein, qui a été mis en place progressivement à partir de 2004. Avant, les établissements de santé étaient soumis à la dotation globale. Beaucoup d'établissements, si ce n'est la majorité des établissements, sont étranglés sur le plan budgétaire, donc c'est la recherche à la recette. Le directeur de l'hôpital dans lequel je travaille parlait de 70 à 80% d'établissements de santé qui auraient ces mauvaises pratiques. Je sais également que la CNIL, la Commission nationale informatique et la liberté, a enquêté là-dessus et elle parle de plusieurs établissements. A priori, pour avoir échangé avec de nombreux de mes collègues DIM dans d'autres établissements, j'ai le sentiment qu'une majorité effectivement d'établissements pratiquent ce genre de choses. En sachant que les DIM dépendent de leur direction, les quelques DIM qui ont essayé de mettre en avant le côté illégal de ces pratiques ont subi des pressions de leur direction. Selon vos informations, ces sociétés privées coûtent cher ? Alors, les sociétés privées coûtent très cher. Je peux donner un exemple très concret. Une personne missionnée par la société Tao, qui n'est pas médecin, hein, infirmière de formation, mais formée aux techniques de codage, bien sûr. Donc une personne vient 6 jours à l'hôpital de Saint-Malo. Sur ces 6 jours, récupère près d'1 million d'euros, 10% pour la société. Donc ça fait 100 000 euros de gagné pour la société en 6 jours de travail. Voilà. Si je me réfère à cette mission très précisément, à elle seule, elle a pu contrôler près de 500 dossiers en 6 jours. Et je peux vous dire que moi, personnellement, qui suis médecin, je suis bien incapable de le faire. Peut-on supposer qu'il y ait un système de surfacturation des actes ? Des alertes ont été lancées concernant la surfacturation. Moi, j'ai personnellement alerté la direction. J'ai alerté l'Agence régionale santé Bretagne également, qui n'en a pas tenu compte. Et l'équipe, un membre de l'équipe du DIM de l'hôpital de Saint-Malo est monté à la DGOS, au ministère, alerté sur la surfacturation. Aucune enquête n'a été réalisée suite à cette alerte. Donc je n'ai aucun moyen de prouver autant le côté surfacturation, autant la CNIL est venue enquêter et a bien démontré la violation du secret médical, autant l'assurance maladie, même après avoir été alertée, n'a pas bougé. Quelle a été la réaction de la direction de l'hôpital suite à votre alerte ? Ça s'est vraiment très mal passé pour moi. Alors la première action, la première mesure, ça a été de m'exclure de mon poste. Donc je n'ai plus de poste au département d'information médicale à Saint-Malo. Alors après, il y a eu localement une campagne de dénigrement qui a été menée par la direction et même certains collègues médecins qui font partie du directeur de l'établissement. Campagne de dénigrement, d'humiliation, de la maltraitance, voire du harcèlement moral. J'étais loin d'imaginer les proportions qu'allait prendre cette histoire. Alors déjà localement, donc je me suis retrouvé, j'ai perdu mon poste, hein, depuis 4 ans, j'alterne les mises au placard et les arrêts maladie. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était toute la chaîne qui était défectueuse, depuis l'hôpital jusqu'au ministère. Et rien ne bouge, tout continue. Il s'agit des finances publiques, comment expliquer que rien ne change ? Si on imagine, comme certains veulent bien le dire, que près des 3/4 des établissements font ça, hein, il y a près de 2000 établissements de santé de court séjour en France, les 3/4 feraient ça, donc je parle au conditionnel.
Ils font ça depuis des années. Si demain, vous arrêtez brutalement ces mauvaises pratiques, qui se sont généralisées, hein, sans qu'on dise rien, ben, si vous arrêtez brutalement ces mauvaises pratiques, ça veut dire que tel établissement, d'une année sur l'autre, du jour au lendemain, va avoir 1 million d'euros de moins, 2 millions d'euros de moins, 5 millions d'euros de moins, je ne sais pas. C'est catastrophique, quoi. Vos révélations ont-elles permis de modifier le système de facturation à l'hôpital de Saint-Malo? Alors, étrangement, non, parce que, alors effectivement, quand la CNIL a rendu son rapport, mettant en évidence tout ça, elle a sommé l'hôpital de Saint-Malo de se mettre en conformité avec la réglementation dans les 10 jours suivant la sortie du rapport, sous peine d'une amende de 1 500 000 €. Donc la direction a rédigé et validé une procédure faisant intervenir également le CELTAO, mais avec, normalement sans accès physique du consultant de la CELTAO au dossier des patients. Donc la CNIL a levé sa mise en demeure. Il faut savoir que dans les mois qui ont suivi, l'hôpital de Saint-Malo est retombé dans le même travers, la société Altao est revenue, et la consultante de la société Altao a de nouveau consulté les dossiers des patients. Avez-vous envisagé de collaborer avec la société Altao? Alors non, moi j'ai pas voulu collaborer, moi ça c'est très clair. Alors au moment où c'est arrivé, c'était un peu particulier parce qu'à l'époque j'étais chef de pôle, j'étais surchargé de travail et j'étais en burn-out, hein, comme énormément de médecins. Et je dois dire que, alors quand on est en burn-out, moi je n'avais jamais vécu ça avant, alors que j'ai été urgentiste pendant 15 années, donc j'ai vécu des périodes très difficiles en termes d'activité et de stress. Mais j'avais jamais vécu de burn-out, enfin, pas à ce point-là. Et là, donc, quand la direction m'a demandé de coopérer avec la société Altao, c'est arrivé, j'étais dans cet état d'esprit-là, avec une surcharge de travail. Et c'est vrai que ça a été la goutte qui m'a fait, comme on dit, péter un câble. Et là, je suis parti en arrêt maladie. Les 6 premiers mois de mon arrêt, ça a été bon, le burn-out, le trou total. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais et ensuite, j'ai éprouvé le désir de reprendre mon poste à l'hôpital, parce que ça allait mieux. Donc avant de reprendre mon travail, j'ai voulu rencontrer la présidente de CME et les chefs de pôle pour leur expliquer non seulement mon point de vue, mais également le point de vue de l'Ordre national des médecins et de mon assistance juridique. Donc ils m'ont écouté. Donc ça, c'était en février 2013, fin février 2013. Et donc j'ai eu le sentiment, naïvement, qu'ils m'avaient écouté, qu'ils m'avaient entendu, et que les choses allaient s'arranger. À l'époque, je devais reprendre le travail le 11 mars, donc 1 ou 2 semaines après les avoir vus. Et quelques jours après, j'ai reçu un courrier de l'Agence régionale de santé Bretagne, l'ARS Bretagne, m'interdisant de reprendre mon activité à l'hôpital, dans l'attente du passage devant un comité médical, devant statuer sur mon aptitude physique et psychique à reprendre le travail. Alors il faut savoir que cette saisine elle a été faite sur demande de la direction, donc je n'ai pas pu reprendre mon travail le 11 mars comme convenu. Heureusement, le comité médical m'a déclaré apte à la reprise. J'ai pu reprendre mon activité le 29 juin 2013, mais malheureusement, à cette occasion, le directeur m'a signifié que je ne pouvais pas revenir sur mon ancien poste sans motiver les raisons, hein, sans motif. Il faut savoir que cet arrêt forcé de maladie, il est illégal. Hein. Ils n'avaient pas le droit c'est illégal. Donc bon, c'est comme ça s'est passé comme ça. Il y a une procédure en cours. Et puis il faut savoir que quand on est arrêté plus d'1 an, le directeur a toute latitude réglementairement pour nous positionner sur un autre poste. Et là, j'ai été arrêté 1 an et 1 jour. Voilà. Sur quel poste avez-vous été repositionné? Alors il m'a repositionné sur un poste d'hygiène hospitalière. Alors effectivement, j'ai une formation diplômante dans ce domaine-là. Donc quand il m'a positionné sur l'hygiène, on était en 2013. Je n'avais pas pratiqué dans cette spécialité depuis 2004. Donc 2004, ça faisait 9 ans que je n'avais pas pratiqué l'hygiène, j'étais j'étais pas compétent pour reprendre un tel poste à la volée. Ça génère un stress énorme, quoi. C'est se retrouver à la tête d'une équipe en sachant pertinemment que je n'aurais pas les compétences pour assurer ce rôle-là. Il n'y a pas de remise à niveau, il n'y a rien, et qu'on ne va pas me rater au premier faux pas. Voilà, donc ça c'est clair, c'est un piège. Donc, moi je l'ai vécu comme tel et ressenti comme tel. Pendant quelques mois, tant bien que mal,
J'ai essayé de faire face, malgré avoir alerté la direction sur ma situation très, très difficile. Et puis en janvier 2014, ils ont embauché un autre praticien sur ce poste-là. La direction m'avait demandé, d'ailleurs, ils m'ont demandé, docteur Tancrel, est-ce que vous êtes intéressé par ce poste en hygiène? Moi j'ai dit non. Moi je veux revenir sur mon ancien poste au DIM, moi mon boulot c'est le DIM, je veux revenir là-dessus. Et à partir de janvier 2014, on ne m'a plus rien donné à faire à l'hôpital de Saint-Malo. Voilà. Jusqu'à mon nouvel arrêt maladie qui a été effectif en juillet 2015. Donc entre janvier 2014 et juillet 2015, j'allais au travail tous les jours, enfin si on peut appeler ça travail, mais avec rien à faire. Voilà. J'arrivais le matin, j'étais tout seul, et puis pas de coup de fil, pas de courrier, pas de mail, pas de réunion de travail, pas de projet, enfin rien. Rien. Voilà. Donc ça a duré 1 an et demi. C'est très difficile à supporter psychologiquement, c'est très très difficile. On est isolé, c'est-à-dire que quand on est à l'hôpital, qu'on vient et qu'on fait rien, bah, on voit personne. Et le piège, il est là. Pour survivre, il faut avoir d'autres centres d'intérêt. Et si on n'en a pas initialement, moi j'en avais pas trop initialement, j'étais très branché travail, il faut s'en créer d'autres, sinon on ne peut pas survivre à ça, c'est pas possible. Suite à cette longue période sans travail effectif et à votre arrêt maladie, l'hôpital vous a fait des propositions professionnelles? Alors non, l'hôpital ne me propose rien. Alors j'ai eu par contre un entretien avec Madame Toupillet, la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers. En gros, pour simplifier, c'est que j'ai le droit de faire ce que je veux. On me forme éventuellement pour faire une autre discipline, mais pas du DIM et pas à Saint-Malo. Voilà. Pourquoi? Personne ne sait me dire pourquoi. Mais voilà. Donc je peux aller faire, je ne sais pas moi, de la dictologie par exemple à Bastia, j'imagine, si je veux aller en Corse, parce qu'il fait beau, je ne sais pas. Donc moi j'ai tout refusé, je dis non, tant qu'on ne m'aura pas expliqué pourquoi on me vire du DIM, je reste sur ma position. Si on me prouve que j'ai mal fait mon travail, que j'ai eu tort, effectivement, je ferai amende honorable et je m'en irai. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Toutes les administrations sont alertées et la situation perdure. Selon vous, ce système serait une logique financière qui permet de maintenir à flot les centres hospitaliers? Alors, ma conviction, effectivement, je pense qu'on est allé tellement loin dans les mauvaises pratiques, elles se sont tellement généralisées, elles se sont généralisées à tellement d'établissements que je pense qu'il est très difficile j'imagine qu'il est très difficile de revenir en arrière. Si, comme certains le disent, ça concerne les 3/4 d'établissements de santé, les sommes en jeu au niveau national doivent être très importantes. Et je vois mal un établissement qui fonctionne comme ça, qui fait appel à une société privée régulièrement, hein, parce que Saint-Malo a fait appel, par exemple, d'année en année sur plusieurs années. Cette société-là va ramener à l'hôpital, allez, mettons tous les ans 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Je vois mal l'hôpital arrêter ce système du jour au lendemain. Il va s'écrouler. Comment il va compenser ça? Alors après, souvent ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé à Saint-Malo, il y a un chantage à l'emploi. La direction est venue voir l'équipe du BIM, mais si vous ne faites pas ça, on va perdre 70 emplois. Ce qu'oublie de dire la direction, c'est qu'il y a une alternative. Il faut donner les moyens au DIM de faire ce travail. Les DIM ont les compétences, on est formé pour ça. Simplement, on n'est pas calibré pour pouvoir le faire. On est calibré pour recevoir l'information et la traiter, mais pas pour aller la chercher. Donc maintenant, il faut nous donner les moyens aux DIM d'aller la chercher. On fera le travail légalement, les données médicales seront protégées comme il se doit. Et vu l'échec qu'on donne aux sociétés privées, je ne suis pas sûr qu'on coûte beaucoup plus cher. Hein. Ça mériterait d'être évalué. Où en êtes-vous au niveau des procédures judiciaires? Alors, il y a plusieurs procédures. Alors, alors déjà, moi, j'ai déposé une plainte simple auprès du procureur de la République pour harcèlement moral. Alors, concernant le secret médical, techniquement, on m'a expliqué que je ne pouvais pas déposer plainte parce que ça ne nuit pas à ma personne. C'est pas moi qui suis lésé. Il faudrait pour cela que ça soit, par exemple, une association, enfin des patients qui portent plainte. Et bon, l'intersyndicale Avenir Hospitalier a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République pour violation du secret médical. Donc 2 plaintes ont été déposées. Alors étonnamment, les 2 plaintes ont été classées sans suite.
Alors, la plainte pour harcèlement moral d'abord, donc classée sans suite faute de preuves. Alors il faut savoir qu'aucune enquête digne de ce nom n'a été réalisée, notamment aucun des témoins que j'ai cités n'a été entendu. Et la plainte pour violation du secret médical, alors c'est encore pire, parce qu'elle a été classée faute de preuves, alors que la CNIL a objectivé la violation du secret médical. Alors là, je ne sais pas ce qu'il faut comme preuve, parce qu'il n'y a pas plus expert que la CNIL dans ce ce domaine-là. Donc le procureur a jugé, a priori, que la CNIL était incompétente, enfin j'imagine, puisque absence de preuves suffisantes. Donc bien sûr, moi je me suis constitué partie civile en février dernier, mais bon, la justice est longue, donc j'attends, pour l'instant c'est en cours. Sinon, en dehors de ça, j'ai saisi le tribunal administratif pour excès de pouvoir. Le fait qu'il m'ait nommé sur un poste d'hygiène, de la façon dont ça s'est passé, enfin, moi ça me paraît pas normal. Donc j'ai demandé à la direction le bénéfice de la protection fonctionnelle auquel ont droit les agents de la fonction publique. Alors bien sûr, ça m'a été refusé par la direction. Donc j'ai saisi le tribunal administratif pour bénéficier de cette protection fonctionnelle. Comment faites-vous face aux frais de justice? Et financièrement, c'est lourd, d'autant plus que quand on est en arrêt maladie, on n'a pas l'intégralité de son salaire. Donc Bon, alors heureusement, j'ai l'aide des intersyndicales. Il y a la souscription qui a été lancée, qui a bien fonctionné. D'ailleurs, je les en remercie. Plus de 200 médecins ont contribué à m'aider financièrement, ce qui représente une somme de près de 9 000 €. Donc c'est très très significatif. Et même au-delà de la somme qui a été versée, c'est le fait de savoir qu'on n'est pas seul, quoi. L'isolement, ça tue dans ce genre de... Ça tue au sens propre et même dans tous les sens du terme. Enfin, ça peut... Voilà. Bon. Avec les changements de direction, y a-t-il eu des modifications dans l'utilisation de ces sociétés privées? Puis, depuis le début de mon histoire, il y a eu un changement de direction. Donc, le premier directeur a validé ces mauvaises pratiques. Le deuxième directeur, qui a fait le deuxième directeur, il n'a pas fait appel, il n'a pas osé faire appel, j'imagine, à ces sociétés privées. Par contre, il n'a pas résolu mon problème, je dirais, personnel. Je suis toujours évincé de mon poste sans raison, et il n'y a pas de volonté de vouloir de rétablir la vérité au sein de l'établissement et de me réintégrer sur mon poste. Par contre, à ma connaissance pour l'instant, depuis ce nouveau directeur, les sociétés privées ne sont pas revenues à l'hôpital de Saint-Malo. Quelles seraient les autres solutions? On peut changer la loi, c'est-à-dire on peut ouvrir ces informations-là aux sociétés privées, mais alors moi, à titre personnel, je ne suis pas d'accord, pour les raisons que je viens d'évoquer. Je pense que c'est très à risque pour les patients. C'est un choix de société. Enfin, je veux dire, c'est pas moi, docteur Tancrel, qui doit dire on fait ou on ne fait pas, ni un directeur quel qu'il soit. Il y a une loi, il faut l'appliquer ou la changer, mais en tout cas, il ne faut pas procéder de cette façon-là. On supprime la notion de secret médical, qui à mon sens, a beaucoup de plomb dans l'aile en ce moment-là. Ouais. En 2012, le Dr Tancrel a alerté sa hiérarchie, la CNIL, l'Agence régionale de santé, le Conseil de l'ordre des médecins et le ministère de la Santé de la présence illégale de la société privée Altao au service du DIM. Après plusieurs années de mise au placard et d'arrêt maladie, il est toujours en arrêt longue durée et sans aucune nouvelle de sa hiérarchie. Les décisions de justice concernant ces différentes plaintes se font toujours attendre.